Pour chanter Veni Creator, il faut avoir chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut avoir chasuble d'or. Nous entrissons au grand de l'église, mais nos pauvres cas, nous n'avons pas de chemise. C'est nous les cales, nous sommes connus. Troisième partie, on a vu la France, on a vu l'Europe, et on va maintenant s'intéresser un petit peu aux colonies, au continent extérieur. Alors, en fait, on va voir l'Amérique et l'Amérique du Sud, et puis la partie, le conflit entre la Grèce, ici, là, entre la Grèce et l'Empire ottoman. On va parler de l'indépendance de l'Amérique latine, qui joue un rôle important en Europe, parce que, évidemment, ça va impacter l'Espagne. L'Amérique latine, comme son nom l'indique, était essentiellement une colonie espagnole. Alors, je vais vous agrandir un peu la carte là. Donc ici, on a les trois grands personnages, enfin, parmi les plus grands, les plus connus, qui ont libéré l'Amérique latine du joug, alors du colonisateur espagnol. Bon, c'est des pays esclavagistes, hein, d'une part, il faut savoir. Et ces trois-là ne sont pas des anti-esclavagistes. Ce sont ce qu'on appelle des créoles. Alors, les créoles, c'est quoi? La définition de créole. En fait, le créole est celui qui est né dans la colonie, qui est originaire de la colonie. Ça peut être un créole de couleur, si c'est un autochtone de longue date. Ça peut être un créole venu de colons. Comme moi, je suis un pied noir, je suis un créole d'Algérie, en tant que pied noir. Parce que né là-bas. Voilà. Donc là, en l'occurrence, ce sont des créoles blancs. Donc Et sémantiquement, créole, ça vient de colonie ou pas? créole, c'est celui que le natif de la colonie. Quand on dit créole, c'est pas forcément quelqu'un de couleur. Ça va. Et là, en l'occurrence, on a trois créoles blancs. Simon Bolivar, qu'on a appelé le grand libertador, qui rêvait ici d'une Amérique du Sud unie, hein, on va en reparler. José de San Martin, qui venait de Buenos Aires, qui était donc un Argentin. Et Agustín de Urbide, qui a libéré le Mexique, qui a été le premier souverain du Mexique indépendant ici. Voilà. Jusqu'en 1820 à peu près, tout le vert était espagnol. C'est-à-dire que le Canada n'était pas espagnol. Le nord des États-Unis ici, vraiment le nord, hein, avec les provinces, vous savez, l'histoire des 13 provinces anglaises qui se sont rebellées contre, américaines qui se sont rebellées contre les Anglais, sont ici. Et donc le nord des États-Unis ici n'était pas espagnol. Ensuite, là, tous les États, alors j'ai mis qu'une partie, hein, Californie, Louisiane, Floride, Texas, mais il y en a beaucoup d'autres, l'Arkansas, tout ça, c'était espagnol. Donc tout le sud des États-Unis, évidemment l'Amérique centrale, avec le Mexique, tout ça était espagnol. Ici, il y avait une entité qu'on a appelée la Grande Colombie, qui reprenait tous les États actuels qu'on a ici, dont le Venezuela. Ensuite, le Pérou, la Bolivie, le Chili, l'Argentine. Tout ça était espagnol. Et là, évidemment, le Brésil était portugais. Alors, en plus, il y a toutes les petites, là vous verrez, les Philippines, voilà, en Afrique aussi, il y en a un peu, le Maroc, enfin, il y a beaucoup, il y en a d'autres, mais la plus importante, c'était quand même la colonie sud-américaine et sud-américaine. Et alors, le Venezuela joue un rôle important parce que, j'ai pas mis tous les noms, mais Simon Bolivar et ses acolytes, qui ont eu l'idée de libérer du joug espagnol toute l'Amérique du Sud, étaient vénézuéliens. Parce que le Venezuela, à cette époque, était un État finalement assez évolué. Il y avait une population blanche, c'est-à-dire créole blanche, de culture occidentale, de gens cultivés, qui avaient été influencés par la guerre d'indépendance des États-Unis, parce que l'Independence Day des États-Unis, c'est 76, et donc ça fait déjà une bonne cinquantaine d'années que les États-Unis sont indépendants, qu'ils ont fait cette constitution très démocratique, très libérale, qu'ils se sont libérés des Anglais. Donc tout ça, ça influence finalement les classes dominantes tout autour du golfe du Mexique, ici, et de la mer des Caraïbes, et le Venezuela a été l'État le plus avancé, avec son élite, créole donc, pour libérer les autres peuples. Et donc le rêve de Simon Bolivar était de fonder
et c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait, on verra pourquoi, de fonder des États-Unis d'Amérique du Sud. C'est-à-dire prendre l'exemple américain pour faire pareil en Amérique du Sud. Et malheureusement, alors Simon Bolivar avait un petit défaut, c'est qu'il était autoritaire, il se fâchait vite, donc ça n'a pas marché. Lui, il est parti du Venezuela et donc il est descendu ici, il a influé le mouvement indépendantiste donc au Pérou et en Bolivie, mais c'est aussi parti du Sud avec José de San Martín qui a enfin qui a soulevé l'Amérique du Sud et l'Argentine et puis qui a entraîné le Chili avec lui. Donc ces deux mouvements ont convergé et en 1820, toute l'Amérique du Sud était libérée du joug colonial. Voilà. Mais pour autant, Simon Bolivar n'a pas réalisé son rêve d'unir par des États-Unis d'Amérique du Sud. Donc ça n'a pas marché. Oui, alors, je parle pas du Brésil, hein, excusez-moi, hein, je parle de la partie espagnole ici, où il avait envisagé, effectivement, après, pourquoi pas avec les Brésiliens, mais bon, lui, il parlait de l'Amérique du Sud espagnole, voilà. Lui, c'est le Mexicain, Agustín de Iturbide. Lui, il a libéré le Mexique il y a eu 10 ans de guerre du Mexique entre 1810 et 1820. Et finalement, le Mexique, c'est ici. Puis c'était un grand Mexique, hein, parce qu'il prenait la Californie, le Texas. Hein, c'était voilà, il prenait toute cette partie-là. Mais ce monsieur, lui, c'était pas un Simon Bolivar. Il a installé une monarchie autoritaire, absolutiste. Il a fini par être assassiné. Voilà. Bon. Mais alors, et il faut avoir aussi à l'esprit que ce ne sont pas des anti-esclavagistes. L'esclavagisme a continué dans ces pays un certain nombre d'années. L'indépendance de l'Amérique du Sud n'est pas un mouvement des esclaves. Le seul pays où il y a eu une vraie révolte d'esclaves, c'était Haïti. On l'a vu dans l'Empire, enfin dans le consulat à Haïti, avec le grand général noir, alors en l'occurrence créole noir, hein, Toussaint Louverture, qui était vraiment, lui, à la tête d'une révolte d'esclaves contre les exploitants. D'ailleurs, ce pauvre Toussaint Louverture est mort en prison. Bonaparte l'a fait emprisonner. Il est mort de froid en prison, dans le Doubs. C'était terrible, hein. C'est terrible ce qui a été arrivé à Toussaint. Moi, je comprends pas qu'on puisse laisser c'était un prisonnier politique, il avait droit, il est mort de froid en prison. C'est malheureux. Voilà. Bon. En dehors d'Haïti, le reste, ce sont pas des révoltes d'esclaves, ce sont des révoltes indépendantistes. C'est important de le préciser. Simon Bolivar meurt jeune, à 47 ans, d'une tuberculose, et sa politique égalitaire effraie les États-Unis d'Amérique du Nord, parce que les Américains du Nord, ils étaient pour l'indépendance de ces pays-là, mais c'était pour en faire des partenaires commerciaux. C'était pour leur vendre leurs produits, c'était pas par esprit de libération. Ils étaient très malins, les Américains du Nord. Hein. Donc seulement ils ont fait le génocide des Indiens, puis ensuite ils ont asservi finalement l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. À l'époque, hein. Ce que je regrette, c'est que en allant vers l'indépendance, tous ces pays d'Amérique du Sud, parce qu'ils sont restés profondément divisés entre eux, ont changé de maître. Ils sont passés d'un maître espagnol à un maître américain. Ils ont eu le joug américain qui très vite leur est tombé dessus. Hein. Voilà. Bon. Le Brésil, c'est marrant, donc c'est portugais. Et le roi du Brésil s'appelle Pedro Ier. C'est le fils du roi du Portugal, qui a été chassé par Napoléon quand Napoléon a envahi le Portugal pour empêcher Lisbonne de faire du commerce avec les Anglais dans le cadre du blocus continental. Le souverain portugais s'est sauvé, est allé au Brésil. Ensuite, quand Napoléon chute, le souverain revient au Brésil, mais il laisse le fiston au Brésil qui devient roi du Brésil. Donc c'est pour ça que les Portugais sont restés très présents au Brésil. Et c'est Pedro Ier qui est devenu roi du Brésil indépendant, le premier. Voilà. Alors, l'esclavage a été aboli, mais beaucoup plus tard. Vous avez les dates ici, de 1829 à 1886. Voilà, donc il y a une date par pays, vous voyez. Voilà. Et les Américains qui surveillent le grain sont, comment dire, on peut caractériser leur politique par la doctrine de Monroe. Monroe, c'est le monsieur là, c'est le 5e président américain qui a dit, en gros, l'Amérique aux Américains, c'est-à-dire il a dit que l'Europe ne se mêle pas des affaires sud-américaines, nous sommes là, c'est nous, c'est notre chasse gardée. Il s'est fait passer pour un protecteur des États situés au sud des États-Unis. En fait, ils en ont fait des protectorats. Et ils les ont dominés économiquement, notamment. Voilà. La doctrine de Monroe est présentée au Congrès des États-Unis en 1823, fin 1823, en décembre, et elle est votée, ce qui fait que tout le continent américain devient la chasse gardée des États-Unis. Et d'ailleurs,
on projette un peu. Quand Napoléon III veut faire une aventure, utilise la guerre de sécession pour envoyer Maximilien Ier, roi du Mexique. Dès que la guerre de sécession est terminée en 1865, les Américains ont dit go on. Go home aux Français, ils sont tous rentrés. Ce que je voulais dire, c'est que on pense que on reste sur l'idée que les Américains sont venus d'une manière importante et volontaire libérer l'Europe sous le joug du joug nazi. Ils l'ont fait deux fois. Ils l'ont fait en 1917, donc contre les empires centraux. Quand les Russes ont fait la révolution soviétique, se sont retirés de la Première Guerre mondiale, les Américains sont venus et ils ont rétabli un petit peu l'équilibre des forces, mais en 1917 seulement. Hein. Et ensuite, il a fallu Pearl Harbor, parce que les Américains ne voulaient pas rentrer dans la guerre. Et en décembre 41, le 7, je crois, il y a eu Pearl Harbor. Et c'est là qu'en 42, les Américains rentrent dans la guerre du Pacifique. Et ça donne 2 ans plus tard le débarquement en Normandie. Mais la politique américaine, c'était la doctrine de Monroe, c'est-à-dire on n'intervient pas en Europe. Et on se rend compte qu'en 44, ils sont intervenus, mais finalement pour faire l'AMGOT, pour faire un protectorat américain de l'Europe. Ils sont pas venus pour. D'ailleurs, ils voulaient, comment dire, négocier avec le régime de Pétain, les Américains. Ils voulaient pas de Gaulle. Hein. De Gaulle les a empoisonnés avec sa France et tout. Bon, non. Donc, la doctrine de Monroe, finalement, dont personne ne parle aujourd'hui, c'était la doctrine qui a prévalu à l'attitude politique des Américains depuis toujours. On s'occupe chasse gardée aux États-Unis et puis les problèmes européens, on s'en occupe pas. Voilà. Et ça, c'est important de le préciser à cette occasion. Alors, Trump, l'horrible Trump, le plat préféré des journalistes, mais l'horrible Trump, quand il annonce le repli stratégique en America First, il applique la doctrine de Monroe. Il fait tout simplement ce que Monroe a dit 100 ans avant. Donc, bon, ben, Trump, il est dans la stratégie américaine de toujours, c'est-à-dire America First. C'est pas plus horrible que ce qu'ont fait les autres, quoi. Voilà. À méditer. Et la question d'Orient, alors il y a encore une belle carte, hein, parce que les cartes sont très importantes. Donc la question d'Orient, c'est la guerre, essentiellement la guerre entre la Grèce et l'Empire ottoman et ses conséquences. Donc je grossis un peu. Cet Empire ottoman, il est déjà en décadence, mais enfin quand même, on voit qu'il fait tout le tour c'est un des plus grands empires, hein, tout le tour du bassin méditerranéen. Et alors évidemment, les déserts n'intéressaient pas les Turcs, hein, donc ils sont pas allés au Sahara, ils sont pas allés dans le désert d'Arabie ici, mais ils ont bien vite compris que ici, qu'est-ce qu'on a ici? Le fameux croissant fertile qu'on apprenait en sixième, la Mésopotamie, le Jourdain et la vallée du Nil. Là, les Ottomans étaient présents, c'est-à-dire que c'est un empire qui allait presque de l'Italie ici jusqu'au golfe Persique, hein, voilà. Et puis le long du Nil avec la mer Rouge. Donc c'était un empire important, mais qui était sur le déclin parce que déjà la pression russe ici, avec Alexandre Ier qui faisait la guerre avec le général Kutuzov, et on s'en souvient, sur le front sud, et les Autrichiens ici qui aimeraient bien avancer en Serbie, en Macédoine, pour avoir ce port de Salonique là qui intéresse beaucoup les Autrichiens pour avoir ce débouché sur la mer Égée, commence à réduire, hein, un petit peu cet empire ottoman sur la partie, évidemment, sur les frontières nord. La capitale, c'est Constantinople. Ça vient de l'empereur Constantin qui, au IVe siècle après Jésus-Christ, a officialisé Alors, c'était l'empire romain d'Orient, hein, pas d'Occident, hein, d'Orient. Constantin a donné son nom à Constantinople. C'était Byzance. Avant, c'était Byzance, c'est devenu Constantinople. Et c'est devenu Istanbul, mais très tard, je crois, au XXe siècle, c'est devenu Istanbul. Le sultan est donc le grand commandeur des croyants musulmans et de tous les Ottomans et de tous les peuples. Parce qu'ici, à part la Turquie, l'Empire ottoman, c'est vraiment les Turcs, mais tout le reste, c'est des conquêtes. Hein. Jusqu'à l'Algérie ici, et l'Algérie était ottomane jusqu'en 1830. Et après 1830, c'est les Français qui sont arrivés en Algérie. On l'a pris à l'Empire ottoman. Donc là, c'est une carte qui date de 1830. Sinon, l'Algérie serait en vert, là. Voilà. Ces Ottomans sont sur le déclin. Les janissaires, qui étaient une milice redoutée et disciplinée, ne sont plus que des pillards qui agissent pour leurs propres intérêts. Il y a 2 chefs de guerre importants dans l'Empire ottoman, Ali Janina, qui est le pacha d'Épire, et Mehmet Ali, qui est le pacha d'Égypte. Alors, le pacha d'Égypte, donc, il est là, et le pacha d'Épire, l'Épire est ici. Hein. Il est pas loin de la Grèce, hein, Ali Janina, il est par ici. Et eux, ils représentent quand même des vassaux du sultan, mais qui ont une certaine puissance militaire. D'ailleurs, on verra que c'est en utilisant l'armée égyptienne que le sultan va faire la guerre contre les Grecs.
Là, on a le sultan Mahmoud II et Ali de Janina. Ali de Janina se plaint il y a un conflit entre lui et le sultan, et il appelle les Grecs à l'aider, parce que les Grecs faisaient déjà une certaine résistance dans le Péloponnèse. Ici, là. Ici, tout à l'heure, on verra la carte en gros, hein, là, je vous remonte de loin. Ici, il y avait déjà des mouvements indépendantistes grecs, et Ali de Janina, qui est juste au-dessus, appelle les Grecs à la rescousse dans son conflit avec le sultan. Et les Grecs répondent. En 1821, les Grecs se soulèvent contre la domination ottomane dans plusieurs régions du Péloponnèse. Et même des montagnards du Péloponnèse proclament l'indépendance en 1822. Alors ça va entraîner une guerre d'extermination, là c'est très cruel, entre Grecs et le sultan et musulmans. Donc, les Grecs commencent en 22, il y a eu 12 000 musulmans qui ont été égorgés, bon, enfin, au cœur du Péloponnèse, à Tripoliza. Et la répression du sultan est terrible. Ça, c'est le pacha d'Égypte. Et le pacha d'Égypte, là, est devenu l'un des principaux chefs de guerre de l'Empire ottoman. Mehmet Ali, euh, à la demande du sultan, réagit. Et dans l'île de Chio, 23 000 habitants grecs sont massacrés et 50 000 sont vendus comme esclaves. Alors l'île de Chio, on va la voir peut-être, elle est ici, là, vous voyez? Voilà. On va revenir à cette carte tout à l'heure, parce que l'Empire ottoman est à côté, donc c'était facile d'aller faire la guerre dans cette partie de la Grèce. Ce massacre a des conséquences importantes parce que d'abord les Grecs sont battus, hein, les Grecs semblent perdus, mais l'Europe va se mobiliser au bout de quelques années avec des grands artistes comme Delacroix mais aussi Victor Hugo à partir de ce massacre. Alors on écrit Chio ou Sio, il y a les deux orthographes, bon voilà. Et donc là j'ai mis une illustration d'Eugène Delacroix, un grand peintre du mouvement hein, par rapport à David qui faisait plutôt des toiles immobiles, le Sacre de Napoléon, etc. Delacroix avec Gros, c'est des peintres qui sont allés plutôt vers le mouvement, et là on a le Géricault aussi avec les chevaux, etc. Le massacre de Scio ici est un tableau, alors on pourrait peut-être le grossir, hein, est un tableau, voilà, où on voit donc on voit des Grecs persécutés ici sous les janissaires ottomans. Enfin là, en l'occurrence, c'est des Égyptiens, c'est plutôt des Mamelouks hein, que des janissaires. Voilà. Et donc Eugène Delacroix est ému et son tableau finalement, c'était un peu les médias de l'époque, hein, émeut la population européenne. Et Victor Hugo dans les Orientales en 1929, donc c'est quand même tardif. Hein, c'est combien de temps après 7 ans après, hein, écrit ce fameux poème de l'enfant grec. Qui veut le lire? Alors là, j'ai mis que des extraits. Hein. L'enfant grec. Vous avez un souvenir de ce poème? C'est un enfant qui ressemble à un ange. Alors on lui dit, mais que veux-tu? On croit qu'il va demander des choses d'enfant, et puis il dit, je veux de la poudre et des balles pour faire la guerre aux Ottomans. Allez, vas-y, Régine. Chimie, écueil des déserts. Mais non, seul près des murs noircis, un enfant aux yeux bleus, un enfant grec assis, courbé sa tête humiliée. Que veux-tu, bel enfant? Que faut-il donner pour gaiement ramener en boucle sur ta blanche épaule ces cheveux qui du fer n'ont pas subi l'affront? Que veux-tu? Fleurs, bons fruits, ou l'oiseau merveilleux? Ami de l'enfant grec, dit l'enfant aux yeux bleus, je veux de la poudre et des barbes. Bravo. Magnifique. Et alors, au-delà de nos artistes français, hein, Delacroix, Hugo, en Angleterre, un Lord Byron, hein, qui est célèbre pour ça d'ailleurs. Alors là, on voit ce lord, on le voit donc en anglais, et puis là, il est en habit albanais, parce qu'il a été très séduit par la Grèce, il s'habille en albanais. George Gordon Byron est totalement bouleversé par le sort des Grecs donc au Péloponnèse, et part en volontaire donc pour se battre. C'était déjà un poète connu, mais il est resté immortel grâce à ce sacrifice qu'il a fait. Alors il va former des militaires, il va donc se comporter comme un militaire, organiser les Grecs en milice hein, pour
se battre contre les Ottomans. Et puis il va mourir d'une fièvre des marées en 1823. Et donc il va être considéré en Grèce comme un grand héros national, comme s'il était mort à la guerre. Des artistes occidentaux vont également l'honorer, comme Hugo Lamartine. Voilà. Et ça va mobiliser encore l'opinion pour s'intéresser à la Grèce. C'était très loin la Grèce à l'époque. C'était l'Orient. Alors, d'autant plus que les gouvernements européens ne veulent pas qu'on s'occupe des Grecs, parce que pour eux, c'est l'Empire ottoman. Les Grecs, c'est des nationalistes qui veulent leur indépendance. Et si on commence comme ça va dégénérer en Europe. Donc Metternich est clair, il ne veut pas entendre parler des Grecs. Castelried, lui, pense beaucoup aux échanges commerciaux, navals, maritimes, on va dire, entre l'Empire ottoman et l'Angleterre, et il ne veut pas non plus trop déplaire à l'Empire ottoman. Donc ils sont très frileux pour aider les Grecs, les dirigeants européens. Sauf que Castelried va mourir en 1822. Alors Castelried est mort, il s'est suicidé. Pourquoi? Problème politique, il était très impopulaire. Problème personnel aussi, certainement. Mais bon, j'en dis pas plus. Il se suicide en 1822 et il lui succède en Angleterre Canning, qui est un premier ministre beaucoup plus offensif et qui est favorable à une intervention militaire. Et en Russie, Alexandre Ier, qui ne voulait pas contrarier Metternich, meurt aussi et il est remplacé par Nicolas Ier, qui lui veut absolument aller régler la révolte grecque. Et donc, à la faveur de ce renouvellement de dirigeants politiques, une intervention conjointe est décidée entre Russes, Français et Anglais par le traité de Londres en 1827. Donc ça fait déjà 5 ans après le massacre de Fiume. Voilà. Finalement, ces trois pays s'entendent pour imposer le cessez-le-feu aux Égyptiens dans le but d'instaurer une autonomie grecque. Et là, une ruse navale va se produire, parce que c'est très étonnant comment ça s'est passé. Alors, là, les flottes russes, françaises et anglaises, alors, évidemment, les Anglais en flotte, ils sont forts. Donc, je pense qu'il y a une majorité de bateaux anglais. Et en fait, les Anglais disent, nous, on vient pour discuter, on veut négocier un cessez-le-feu. Et les Ottomans font l'énorme erreur de croire que la flotte européenne s'avance donc en mer autour de la Grèce pour discuter. Donc, ils les laissent approcher. Et là, que se passe-t-il? C'est la fameuse bataille de Navarin en octobre 1827. Alors, Navarin, vous voyez, c'est ce tout petit bout là, sur une côte rectiligne, il y a juste une anse ici, et là j'ai grossi. On a la flotte ottomane qui est au mouillage. Quand on est marin, il faut jamais se mettre au mouillage. Jamais. Et la flotte alliée qui arrive par là en disant on veut négocier, alors qu'ici il y a des batteries de canons, peut-être en mauvais état, et que bref, on leur tire pas dessus. On les laisse approcher. Et que se passe-t-il? Eh bien, dès qu'ils sont dans l'anse, en face de la flotte ottomane, 90 bateaux égyptiens et ottomans, la flotte alliée ouvre le feu et en quelques heures, 30 bateaux européens détruisent la flotte de 90 navires égyptiens et ottomans. Le sultan est furieux, mais il ne peut rien faire. Ça va déclencher une guerre entre les Ottomans et les Russes. Là, il faudrait revenir à la carte du haut. Et je donne une explication ici sur l'attitude des Anglais. Parce que les Anglais, ça fait 3 fois qu'ils nous font le coup. Cette fois-ci, c'est de notre côté. Mais les Anglais, à Aboukir, le grand amiral Nelson trouve la flotte française, il rentre dans la rade, il bombarde tout. Il détruit la flotte française. Nous, on était au mouillage. On se croyait en sécurité. Bon. À Trafalgar, qu'est-ce qui se passe? On l'a vu. L'amiral Villeneuve va se réfugier à Cadix, au mouillage. Les Anglais se mettent devant et attendent qu'ils sortent. Et quand ils sortent, ils se font mitrailler. Et là, à Navarin, ils refont la même chose. Ils arrivent en ordre de bataille sur une flotte au mouillage, ils ouvrent le feu et détruisent la flotte. Je donne une explication. Moi, c'est mon explication, mais ça a été confirmé par ChatGPT. J'ai vérifié. Les Anglais, peuple de marins, ne cherchent jamais un abri terrestre pour mettre leur flotte à l'abri. Ils croisent en mer et ils croisent. C'est des croiseurs. Et c'est comme ça qu'ils sont dangereux. Alors à l'époque, en plus, c'est des bateaux à voile, donc il n'y avait pas de problème de ravitaillement de pétrole, il n'y avait pas besoin de gasoil. Donc ils croisent sans cesse, ils sont toujours en ordre de bataille, et quand ils arrivent sur une flotte à l'arrêt, ils sont déjà en position de force. Parce que c'est un peuple de marins,
Et la mer est une école de pensée militaire pour les Anglais. Alors que nous, Français, nous sommes des terriens. Nous, on pense au territoire. Les Ottomans ont fait la même erreur. Et donc, chaque fois, ça se retourne en faveur des Anglais. Voilà comment, à 3 fois dans l'histoire, ils arrivent à des grandes victoires navales. Cette défaite navale de Navarin ici annule complètement la force de frappe ottomane. Ils n'ont plus de bateaux. Donc, ils ne peuvent pas transporter de troupes. Voilà, ils sont donc nus, hein. Et du coup, les Russes en profitent. Et donc, ils déclenchent une guerre. Ici, les Russes attaquent par la terre cette fois-ci. Et ils utilisent ils battent les Ottomans à Adrinople, et là, ils imposent un traité de paix en septembre 1829, donc, traité de paix dans lequel ils instituent l'indépendance de la Grèce. Donc les Grecs doivent leur indépendance aux Russes, qui sont venus attaquer les Ottomans après la défaite de Navarin, qui est ici. Alors ce traité de paix, il rend indépendante une Grèce, pour l'instant qu'on va dire réduite, parce que là vous avez le pourtour actuel de la Grèce, hein, donc ça va beaucoup plus haut. Là, on est juste dans la partie basse, donc le Péloponnèse, l'Attique, la Béotie. Alors là, j'ai quand même mis les grandes villes, parce que les villes grecques, aujourd'hui, on ne les connaît plus, nous, à Athènes. Nous, on connaît les villes de l'Antiquité, donc Delphes, Sparte, Olympe. Mais ces villes-là, aujourd'hui, ne sont pas des grandes villes, ce sont des ruines. Plus tard, la Grèce va retrouver ici ses frontières du nord, mais pour l'instant, elle est au moins indépendante dans cette partie-là. Les Russes vont également, dans le traité, exiger le passage des deux détroits qu'ils visent depuis toujours. Les Russes veulent pouvoir passer le Bosphore et les Dardanelles pour rentrer en Méditerranée. Et ça, les Anglais ne voulaient pas. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas trop chauds, les Anglais, pour que les Russes s'en mêlent. Mais bon. Et ça, ils l'obtiennent. Donc, cette fois-ci, les Russes peuvent franchir le détroit. Et de la mer Noire, des deux grands ports de Odessa et Sébastopol en mer Noire, avec la flotte là-bas, ils descendent et donc ils ont accès en Méditerranée par les détroits ici. Les Anglais profitent de l'indépendance de la Grèce. Alors, les Anglais, eux, veulent augmenter leur influence diplomatique et commerciale en Méditerranée. Et puis, ils ne sont pas contre le fait d'être considérés comme les grands libérateurs de la Grèce, puisque c'est quand même eux qui détruisent la flotte ici, donc finalement ils jouent un rôle important, même si les Russes ensuite finissent le travail. Les Russes obtiennent ce qu'ils voulaient le plus, c'est-à-dire le passage des détroits, et donc ils l'obtiennent. Quant à la France, elle est impliquée dans la bataille, mais elle n'en tire aucun avantage, et donc c'est une frustration pour la France, parce qu'elle n'obtient rien de sa participation à la bataille pour libérer la Grèce, et de cette frustration, Charles X va imaginer la conquête de l'Algérie pour donner le change à ceux qui lui disent qu'il n'a rien obtenu de la bataille contre les Ottomans. Et c'est de là que vient l'idée de la bataille. Et la prochaine fois, on verra l'histoire de la conquête de l'Algérie en 1830. Voilà. Et pour aujourd'hui, nous avons terminé.